c'est Mélisse en Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième update du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis rentrée de vacances, j'ai fait pas mal de lectures pendant ces vacances, ce qui m'a permis de bien avancer dans mon challenge, mais comme ma pile à lire était assez conséquente, il m'en reste encore beaucoup à lire aussi. Je vais les reprendre dans l'ordre dans lequel je les ai validés dans les menus, comme ça c'est plus facile pour moi. Et donc le tout premier c'était dans le menu Automne frissonnant, la sous-catégorie Gargare à la main de la gloire. Tout ce qui touchait aux voleurs, thrillers, policiers, superstition, horreur et épouvante. Et j'ai lu Tamanoir en e-book de Jean-Luc Dasciano, je crois, aux éditions Les Forges de Vulcain. C'est un livre que Mélo a lu il y a quelques temps, il me semble qu'il était dans une sélection, alors il est peut-être pas passé dans les 25 sélectionnés, pour le PLIB 2020-2021. Alors c'est un roman assez barré, une forme d'enquête policière au sein de la mafia, à mi-chemin entre le fantastique, enfin ouais c'est ça, c'est du fantastique en fait. J'ai trouvé les éléments fantastiques assez bien amenés, assez barrés et plutôt drôles. Il y a quelques moments où j'ai bien rigolé. Il y a des références assez sympathiques aussi. J'ai trouvé la plume très intéressante, sarcastique, bien tournée, pas simpliste, assez fluide et du coup comique. Enfin voilà, dans l'ensemble c'était vraiment une très bonne lecture. Je vous ai même pas fait de résumé. Dans cette histoire on va suivre Nathanaël, il me semble, qui est enquêteur, enfin il est détective privé. Il se lance là-dedans alors qu'il sait pas trop ce qui se passe parce qu'il tombe sur les faits divers de Paris avec deux meurtres dans un cimetière, donc le cimetière du Père-Lachaise. Et il se lance donc à la poursuite du meurtrier. Ça amène à toute une histoire de détournement de fonds d'une association caritative et d'abus de biens sociaux avec une mafia de Rome. On nous emmène dans plusieurs coins de Paris, dans des situations parfois loufoques et parfois vraiment tendues. Et puis on va rencontrer effectivement des personnages visiblement immortels qui ont passé des siècles et des siècles à se mêler à différentes révolutions et rébellions. Franchement j'ai beaucoup apprécié, j'ai bien rigolé, j'ai bien aimé les personnages, donc c'est en somme une très bonne lecture. Je crois que Jean-Luc Dasciano en a écrit un autre qui s'appelle Souviens-toi des monstres, je crois, et du coup je suis plutôt intriguée. Dans le menu Automne enchanteur et la sous-catégorie La lunette de Pierre, cet extra pour voir ce qu'on ne voit pas, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est tout ce qui tournait autour de Petit Peuple, Féerie, Nature et Nature Writing, et j'avais mis dans cette catégorie Les lendemains de Melissa d'Acosta. Donc c'est un contemporain, mais pourquoi je l'ai mis dans la partie nature? Parce qu'on va parler d'une jeune femme qui s'appelle Amande, qui du jour au lendemain, dont la vie du jour au lendemain est complètement bouleversée par un drame extrêmement lourd, et qui pour faire son deuil et pour se relever se rapproche de la nature. J'ai beaucoup aimé cette façon de présenter le deuil, cette façon de suivre Amande qui va mettre les mains dans la terre et revenir à quelque chose de pur, de sain, voilà, dans la solitude d'un jardin abandonné. J'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très touchant, j'ai beaucoup pleuré. Je suis quelqu'un de très sensible en même temps. C'est pas un tire-larme, mais c'est vraiment émouvant et j'ai bien aimé cette façon d'amener les choses. Je ne connaissais pas Melissa d'Acosta, je n'ai pas lu Tous les bleus du ciel. Je suis pas sûre de le faire encore pour l'instant, ça me tente pas plus que ça. Cette histoire là en tout cas je pense m'a beaucoup plus touchée. J'ai trouvé ça très doux et très fort. Vous verrez que globalement on est plutôt sur de très bonnes lectures. Dans le même menu est la sous-catégorie non d'une dune, donc c'était écologie, anticipation, SF et post-apocalyptique. J'ai lu In Real Life, le tome 2 de Maïwen Alix je crois, Mémoire vive. Alors j'avais découvert le tome 1 grâce à la box 1001 livres box qui existait à l'époque et c'était vraiment une box géniale. Je suis déçue qu'ils aient arrêté. J'avais beaucoup aimé, c'est de la SF Young Adult, plutôt côté post-apo. On est vraiment très poussé côté intelligence artificielle, monde ultra connecté. L'univers n'est pas repris tout entier et réexpliqué tout entier
dans ce tome 2 et les bribes que j'en ai étaient bon, pas forcément nécessaires pour tout comprendre, mais si je l'ai bien compris, au 21e siècle le système, enfin une entreprise a créé un système pour connecter les personnes entre eux. Le système, c'est une intelligence artificielle très puissante qui a très vite compris que les humains mettaient le monde en danger, et donc il a pris le pouvoir, si on peut dire, pour sauver la planète Terre en créant des implantations. Donc les implantations, ce sont des... on va pas dire des élevages à humains, c'est pas... on va dire l'équivalent de villes ultra sophistiquées où sont élevés donc des hommes. Tous les hommes ont une petite puce qui les connecte au système. Ça leur permet la nuit de faire des rêves éveillés où ils apprennent des tas de trucs, donc l'histoire, le saut au parachute et tout. Et dans la journée, leur tâche, donc à part faire vivre leur communauté, c'est s'occuper des milieux naturels, faire revivre la faune et la flore de certains milieux et sauver la Terre. Enfin voilà, sur le principe, on n'est pas sur une... on n'est pas sur une intelligence artificielle méchante, mais on reste sur une intelligence artificielle, et donc sa limite en fait c'est qu'elle est archi pragmatique et pas du tout dans les sentiments, et donc il y a des gens qui n'ont pas apprécié cette idée du système et donc ils se sont sortis du système. Voilà, pour poser les bases rapidement. C'est un tome 2, donc je vais pas non plus... j'ai pas envie de vous spoiler ce qui se passe dans le tome 1, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Reste que c'est du young adulte, donc ça se sent au niveau des relations entre les personnages. Là-dessus, on n'est pas trop surpris. Cela dit, pas de triangle amoureux, c'est important à noter. Une relation qui... je trouve, même là, depuis un tome 2, va vite, mais en même temps, c'est expliqué, donc... Voilà, je trouve que ça va, je trouve que c'est quand même bien amené, je trouve ça assez doux, assez tendre et assez pur par rapport à d'autres trucs que j'ai pu lire en young adult qui sont pas réalistes. J'ai trouvé leur histoire assez belle. Maintenant, sur toute la partie science-fiction, moi j'aime beaucoup cette idée de monde connecté, de rêve éveillé, d'accès au système, de construction, puisqu'en fait il y a des architectes et des constructeurs qui construisent tous ces rêves éveillés, donc voilà, ça j'ai trouvé ça super. Il y a quand même des petites choses qui m'ont gênée. Alors la première, c'est que dès le début on nous annonce un plan de sauvetage en l'occurrence, et on se dit ça va suivre le plan, et donc du coup pas de surprise, tout est annoncé. Et en fait non, il y a des éléments perturbateurs, ça se passe pas comme prévu, et ainsi de suite. Et en fait ça se répète plein de fois, et j'ai trouvé que c'était too much au bout d'un moment, parce que on nous annonce un truc, il y a des éléments perturbateurs, bien, bon ça casse un peu ce qu'on attend, ça fait des surprises, des rebondissements, on nous annonce quelque chose, et puis à nouveau des éléments perturbateurs. En fait, je peux pas dire que je m'attendais à ce qui allait se passer, parce qu'on m'annonçait quelque chose et ça se passait pas du tout pareil. Enfin, bon voilà, au début c'est bien, la deuxième fois ok, la troisième fois bon, et puis ça commence à faire beaucoup. Ensuite, on va rencontrer dans ce livre-ci une communauté qui s'est échappée qui a réussi à se sortir du système assez rapidement, mais qui est retombée sur une espèce de Moyen-Âge avec... la religion, la place de la femme, enfin voilà, toutes des choses très moyenâgeuses. Du coup forcément, comment dire, déjà j'aime pas ce principe, mais dans l'histoire c'est pourquoi pas. 2, je trouvais que ça faisait un peu trop, comment dire, je sais pas, ça tombait un petit peu comme un cheveu sur la soupe quoi. Bon, voilà. Cela dit, ça reste une belle histoire, j'ai trouvé ça sympa, je pense que je lirai le 3e tome, après c'est sûr que ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais pour moi qui lit très peu de SF, c'était bienvenu et c'est rafraîchissant. Toujours dans cette sous-catégorie, j'ai décidé de mettre une BD que j'ai achetée aux Imaginales, et il s'agit de La Baleine Blanche des Mers Mortes. Vous savez que Mers Mortes, c'est un roman d'Aurélie Wellenstein qui a un très fort message écologique, ce qui est le cas ici aussi. Alors, pour tout dire, on revient sur le passé d'un personnage du roman, et sur, je pense, si je me souviens bien, sur ce qui finalement lance la quête de ce personnage dans le tome d'après, même si c'est pas la quête principale du tome en question, ni le personnage principal du livre en question, c'est finalement ce vers quoi on est amené. Donc là aussi on retrouve le message écologique, les planches sont absolument sublimes, les couleurs sont magiques.
On va découvrir Paris dans l'univers des mers mortes, donc Paris complètement détruite, Paris recouvert de sable, Paris envahi par les marées, les marées fantômes. Voilà. Le scénario est d'Aurélie Wellenstein elle-même. Ça a été dessiné et colorisé par Olivier de Boiscommun. Je ne connaissais pas son travail, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ses traits. Il m'avait expliqué pendant la dédicace que il n'avait pas utilisé, enfin il avait déjà utilisé cette méthode pour d'autres ouvrages, que ça demandait beaucoup de travail et que du coup il n'avait pas souhaité y revenir, mais que pour cet univers là il y était revenu. Pour ceux qui ont lu Mère Morte, on a dans Mère Morte des cauchemars. Des cauchemars qui nous ramènent sur le moment où des animaux marins se font tuer. C'est aussi le cas sur certaines planches ici. Donc là par exemple c'est la chasse à la baleine avec des baleines qui meurent. Voilà. Donc c'était très très beau. Ça m'a donné envie de relire le roman et je ne peux que vous conseiller le roman dans un premier temps parce qu'il est vraiment incroyable, et puis la BD en complément parce que ça vaut vraiment le coup. Dans le menu automne douceur de vivre, j'ai toujours rien trouvé à mettre dans la catégorie It's just a bunch of hocus pocus, donc je vais juste faire comme si elle n'existait pas, hein. En revanche, dans la catégorie Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, j'avais déjà lu Le désert des couleurs et là j'ai lu Ciao Bella de Serena Giuliano. Je crois que je l'avais mis initialement d'ailleurs dans ma pile à lire, il était dans la partie voyage parce que pour moi c'était ça nous ramenait en enfance, tout ça. Et en fait pas du tout, du coup je l'ai déplacé dans la partie feel good, santé mentale et émotion parce que c'est juste exactement ça. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Anna qui a énormément de phobies et qui décide d'aller voir un psy, et en fait on va suivre toutes les notes, alors pas toutes les notes mais des extraits des notes de sa psy, de leur conversation, qui nous amènent à comprendre comment est Anna, comment elle évolue au cours de cette thérapie, par rapport à toutes ses peurs, par rapport à énormément de choses. Alors je pense que ce livre-là m'a touchée plus qu'il ne toucherait d'autres lecteurs, parce que je me suis énormément reconnue en Anna, beaucoup, je pense que je partage, comment dire, beaucoup de choses, voilà. Je vais pas aller plus loin dans les détails, ce serait un petit peu trop personnel. Voilà, c'est un personnage que j'ai compris à 99%, auquel je me suis beaucoup identifiée. Et donc forcément ça m'a beaucoup touchée. Donc ça m'a apporté des choses que je m'attendais pas à y trouver. Moi je m'attendais vraiment à un retour aux racines, à l'Italie, un peu dans le même genre que Olivia Ruiz avec La commode au tiroir de couleurs. D'ailleurs la BD est sortie, elle me tente trop. Là c'était pas du tout ça en fait, mais du coup ça m'a surprise et en bien. Je le conseillerais pas à tout le monde, parce que je pense que déjà tout le monde peut pas s'identifier à ce personnage, tout le monde peut pas comprendre cette démarche, mais voilà, pour ceux qui se sentent un petit peu concernés, n'hésitez pas, vous pourriez avoir une bonne surprise. Après c'est comme les séances de psy, ça donne pas de clé magique. Et enfin le dernier, dans la sous-catégorie cette fois, j'ai un dragon et je n'hésiterai pas à tirer, je crois, donc humour illustré, anthropomorphisme et animaux. J'ai décidé de rajouter Black Sad, le tome 3, que j'ai enfin lu. Je lirai peut-être avant la fin de mon challenge le tome 4, peut-être même la suite. Donc c'est pareil, c'est des planches que je trouve sublimes, à l'aquarelle. J'aime beaucoup les traits. Alors c'est quand même assez sombre, hein. Donc on va suivre une nouvelle enquête de Black Sad, qui est un chat détective privé encore. J'avais hésité à mettre ça dans le premier menu. Et donc je l'ai mis dans animaux et anthropomorphisme parce que tous les protagonistes sont des animaux qui vivent dans des villes, voilà. Je me souviens plus, ça se passe en quelle année en fait? Sûrement pendant la guerre froide. Je ne me souviens plus exactement. Ce tome là s'appelle Âme rouge et donc il va être question de conflit entre les Américains, les communistes, ça va parler d'art, ça va parler d'élite, voilà.
Donc j'ai passé un très bon moment encore avec cette BD et je vais continuer, même si encore une fois, mais c'est vraiment le format BD. Parfois ça peut paraître très court et laissé sur notre faim. Je l'ai lu d'une traite, contrairement par exemple aux Artilleuses dont je parlerai dans une autre vidéo, qui là, voilà, que j'ai pas lu d'une traite. Celui-là je l'ai vraiment, celle-là je l'ai vraiment dévoré, donc voilà, je pense que j'irai acheter la suite très prochainement. Et ben voilà, je vais m'arrêter pour cette première partie. On discutera d'autres de mes lectures dans une deuxième vidéo, il faut quand même en garder pour la fin. Chester passe juste vous dire bonsoir avant la fin de cette vidéo, hein, donc voilà. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.